Après une période d'environ 3 semaines avec ce GFX 50S2, est-ce réellement la porte d'entrée pour tout le monde dans le grand format? On voit ça juste après ça. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Pour rappel, je m'appelle Karim, je suis photographe professionnel de mode et de portrait et j'expose principalement mon travail sur le compte EKS Création, compte Instagram. Vous pouvez trouver le lien juste ici en bas de la vidéo. Et si vous aimez la photo, c'est certainement pour ça que vous êtes là et que vous aimez en apprendre plus sur les techniques photo dans le cadre de la mode et du portrait, sur la retouche photo, mais également sur le matériel. Et si vous êtes intéressé, si vous utilisez la marque Fujifilm ou si vous êtes intéressé par cette marque, la marque que j'utilise au quotidien, eh bien pour l'une de ces raisons ou pour toutes ces raisons, cette chaîne est faite pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucun contenu. Comme je le disais en introduction, pendant plus de 3 semaines, j'ai pu, grâce à Fujifilm Belgique, merci à eux, tester et utiliser dans le cadre de mon travail, dans le cadre de shooting mode et portrait, ce GFX 50S2 que voici. J'ai pu également tester, il y a quelques mois de cela, le GFX 100S. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo qui se trouve ici sur le GFX 100S. Pourquoi est-ce que je vous donne le lien de cette vidéo qui sera également en description? Parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux. Donc il y a certaines choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder sur le GFX 50S2. On va surtout voir l'avantage et peut-être certains inconvénients de ce GFX 50S2, cette porte d'entrée dans le monde du grand format, et voir s'il vous correspond, si ce serait peut-être une alternative, si vous ne voulez pas dépenser une somme assez importante pour le GFX 100S. Est-ce que ce GFX 50S2 va répondre à vos besoins? Parce que c'est ça le plus important, c'est savoir si l'appareil correspond à vos besoins en tant que photographe et pas simplement une guerre de spécifications. Petit rappel peut-être pour ceux qui ne sont pas au fait de ce qu'est cette gamme. Donc vous avez la gamme X chez Fujifilm, qui est la gamme la plus connue, avec des capteurs APS-C fabrication maison, en tout cas matrice maison. Et puis alors on a une autre gamme qui est la gamme GFX. En fait, Fujifilm a fait le pari de ne pas rentrer dans le monde du plein format. Donc si on veut vraiment un avaleur de lumière et vraiment un capteur hyper pro, ils sont plutôt passés sur le grand format. On ne dit pas le moyen format parce que c'est une taille qui est maison de leur capteur. Je vous le montre d'ailleurs ici. Le voilà. Donc le capteur est de taille vraiment maison. C'est entre le plein format, donc le 24-36, et entre le moyen format qu'on connaît par exemple en pellicule. En gros, ce capteur est 1,7 fois plus grand qu'un plein format, donc on a un vrai gain de taille et donc en principe de lumière et de dynamique. Vous me connaissez, on va faire d'abord un tour du propriétaire au niveau de l'ergonomie. C'est très important quand on projette peut-être d'acheter un nouvel appareil photo, c'est de voir si l'ergonomie va nous convenir. Déjà, c'est une belle prouesse et c'était déjà le cas sur le GFX 100S. Il est compact, enfin aussi compact qu'il pourrait l'être avec la taille de capteur, et on peut vraiment facilement le prendre en main. Il fait 900 grammes. On a quand même quelque chose qui est facilement pris en main. Maintenant, au niveau de l'ergonomie, c'est un peu particulier. Moi, j'aime beaucoup Fujifilm, comme vous le savez, pour son ergonomie, qui permet vraiment de débrayer, de l'utiliser vraiment comme un appareil argentique, avec vraiment des fonctions hyper mécaniques et qui se différencie, en tout cas sur la plupart des appareils Fujifilm, qui se différencie du mode PASM classique qu'on trouve dans la plupart des autres marques. Pour la gamme GFX, là, ils ont repris le mode PASM, donc le mode classique photo qu'on retrouve dans la plupart des marques. Moi, ça me convient un peu moins parce que ça perd de son charme, effectivement, dans l'utilisation. Mais je pense que c'est pour attirer vraiment un public pro qui a l'habitude d'utiliser des marques en PASM et qui ne soit pas perdu si un jour il décide de passer le pas sur la gamme GFX. Donc, c'est tout à fait logique. Effectivement, on a une ergonomie qui est PASM. On a cette petite roulette ici qui permet de passer donc dans ces modes manuel, ouverture, vitesse, programme. Et alors, on a même des modes custom. On peut mettre ses propres réglages. Donc, c'est assez complet déjà au niveau de cette roulette. À l'arrière, on retrouve différents boutons. Je vais assez vite parce que l'ergonomie est identique au GFX 100S. La vidéo, donc vous pouvez la voir, le lien est dans la description. Mais vous avez ici les possibilités de changer le mode d'autofocus, le mode drive qui permet d'aller changer directement certains réglages et peut-être modifier vos réglages custom.
Vous avez les fameuses 2 roulettes avant-arrière qu'on retrouve dans la plupart des marques. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que par défaut, sur le petit écran au-dessus, vous allez avoir toutes les informations, l'ISO, la correction d'exposition, votre balance des blancs, etc. Ce qu'on retrouve, la batterie, le nombre de photos restantes si vous avez mis une carte mémoire dedans, la vitesse, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la plupart des informations écran qu'on a sur les appareils classiques de mode PASM. Maintenant, si vous êtes vraiment nostalgique et que vous voulez essayer au plus de retrouver la gamme Fujifilm X, simplement en appuyant sur ce petit bouton ici, vous voyez que vous pouvez passer alors avec les 2 roulettes et là on se retrouve un peu rassuré. On a ici à gauche alors les ISO et à droite la vitesse. Et alors, vous voyez, si je tourne mes molettes, bien, je vais pouvoir changer mes modes ISO et ici changer ma vitesse. Donc là, on va retrouver un petit peu la patte Fujifilm, bien qu'on reste quand même sur des roulettes électroniques. On n'est plus vraiment sur le mécanique qu'on peut trouver par exemple sur XT3, XT4. Mais bon, voilà, on peut quand même essayer de retrouver et de se rapprocher de ça. Quand on voit ce boîtier et quand on voit son ergonomie, franchement, à part ici, le fait qu'il soit indiqué GFX 50S2, bien malin est celui qui pourrait faire la différence entre son grand frère, le GFX 100S, et le GFX 50S2. Donc déjà, dans leur nom, on remarque une différence. Le GFX 100S fait un peu plus de 100 millions de pixels de résolution. Celui-ci, 50 millions de pixels. Voilà déjà une première différence. Il faut savoir qu'il y a environ 2000 € de différence entre les deux. C'est pour ça que souvent, quand on veut rentrer dans la gamme GFX, on se pose la question de savoir celui qui va le plus nous correspondre. Effectivement, pour qu'il y ait 2000 € de différence, Fujifilm a fait des concessions, donc ça ne se voit pas à l'œil nu effectivement, mais on va le voir ensemble, il y a des concessions qui ont été faites, alors des concessions qui sont plus ou moins importantes et qui vont plus ou moins impacter votre choix selon, encore une fois, votre profil de photographe. Maintenant, je pense que c'est des choix qui ont été faits de façon intelligente et qui vont permettre de correspondre aux besoins de la plupart des gens sur ce GFX 50S2. On va rentrer évidemment dans le vif du sujet, je vais vous donner mon avis, les points positifs selon moi et les points négatifs, en tout cas un peu moins positifs, sur ce GFX 100S2. Donc les points positifs, on va y aller de manière assez succincte parce qu'il y a beaucoup de points qui sont en commun avec le GFX 100S. En fait, les points positifs sont souvent inhérents à la gamme GFX et à la taille du capteur. Et donc, en fait, c'est des points positifs qui sont un peu communs à tous les appareils de la gamme. Et dans un deuxième temps, on verra alors pas vraiment les points négatifs, mais en tout cas les concessions que Fujifilm a fait pour pouvoir proposer un appareil grand format de la même génération que le GFX 50S2, mais 2000 € moins cher. Donc évidemment, il y a eu des concessions. Alors évidemment, ce que j'aime beaucoup dans cette gamme, c'est le rendu, les détails que ces appareils sont capables de nous rendre. Surtout dans ma pratique de la photo, le portrait et la mode, et encore surtout dans la mode, quand j'ai des photos qui sont destinées à de l'impression, quand j'ai des photos qui sont destinées à des formats assez grands, j'ai vraiment besoin de garder du détail, surtout après mes retouches. En gros, je dois souvent retoucher des problèmes de peau, des détails, donc je dois légèrement pouvoir retravailler ma peau pour qu'elle soit en tout cas jolie, mais tout en restant naturelle. Et quand je retouche sur des appareils avec capteurs plus petits, comme mon XT4 par exemple, je dois être plus vigilant, simplement parce que eh bien, si je commence à retoucher trop dans le détail, on risque d'avoir une peau qui est trop lisse et qui va directement donner cet effet poupée de cire qu'on ne veut absolument pas. On essaie de garder une peau naturelle le plus que possible. Ce qui est bien ici, c'est qu'avec cette taille de capteur est largement au-dessus du plein format du 24-36, parce que j'ai eu l'habitude dans d'autres marques de retoucher également sur du 24-36. C'est sans commune mesure ici. On a tellement de détails que je peux vraiment y aller au niveau de la retouche de peau et de l'effacement des défauts sans avoir peur de tomber dans une peau artificielle. On peut le voir d'ailleurs ici sur la photo ici de Flavie. On garde énormément de détails alors que le cadrage n'est pas hyper serré, mais je garde énormément de détails sur la peau, ce qui va me permettre de pouvoir retoucher cette peau, donc les petites lignes, etc., les cernes, sans aucun problème. On le voit encore plus ici. Vous voyez, là, j'ai gardé pas mal de détails. Donc ça, c'est vraiment utile, même sur des photos qui ont été cadrées de manière plus large. Ça, c'est vraiment le gros point positif, c'est ce rendu de détails qui est quand même salvateur dans beaucoup de cas. On peut le voir encore plus quand on a un cadrage un petit peu plus serré et avec une lumière artificielle. Donc là, j'étais avec mes Flash Studio. Ici, on va voir vraiment le rendu. Voilà, on a vraiment un détail dans la peau. Donc ça va me permettre de corriger tous ces petits points, vous voyez, ces petits points
de défaut de la peau après même de pouvoir appliquer une séparation de fréquence par exemple, faire du dodge and burn, tout ça, tout ce qu'on fait généralement sur la peau pour avoir une jolie peau sans avoir un effet artificiel ou de cire, de poupée en le faisant là-dessus. Quand je fais toutes ces techniques de séparation de fréquence, dodge and burn après avoir supprimé les défauts, quand je le fais sur mon X-T4, je le fais de manière beaucoup plus parcimonieuse parce que là j'ai vraiment peur d'avoir une peau trop artificielle, ce qui ne sera pas le cas ici. Évidemment, il ne faut pas y aller à la truelle, il faut quand même de toute façon le faire de manière sérieuse. Mais en tout cas, on peut se permettre d'aller un peu plus dans la retouche tout en gardant quand même du détail. Et ça, c'est vraiment important dans le milieu du portrait et dans le milieu de la mode. Deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est la dynamique au niveau des hautes et basses lumières. Ça, la taille du capteur va nous permettre d'aller vraiment rechercher dans les dynamiques. Je sais qu'il y a des capteurs 24-36 qui ont également une très bonne dynamique, mais là, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Sur ces photos-ci, par exemple, j'avais également mon X-T4 à ce shooting-là pour 2-3 autres prises de vue. Et bien, derrière, dans les mêmes conditions de lumière, on avait effectivement une zone noire qui était beaucoup plus bouchée et j'avais du mal à aller rechercher des informations sur ce mur noir, ce qui n'est pas du tout le cas avec ce GFX 50S2, ce n'est pas du tout le cas non plus avec le GFX 100S. Enfin, bref, avec cette taille de capteur, on a une dynamique haute et basse lumière, on va pouvoir aller rechercher des informations dans les hautes et basses lumières beaucoup plus, donc éviter d'avoir des zones brûlées ou des zones bouchées, ce qui sera évidemment plus le cas avec des plus petits capteurs. Alors, troisième chose que j'aime, toute proportion gardée, c'est la taille des fichiers. Vous avez vu qu'on a des fichiers qui sont très détaillés, avec une belle dynamique haute et basse lumière, mais qui sont beaucoup plus légers que ceux du GFX 100S. Ici, on a des fichiers d'environ 100 mégas, alors c'est déjà franchement pas mal, mais on est quand même à moins de la moitié des fichiers du GFX 100S, et donc là, ça va vraiment nous permettre d'avoir quelque chose qui est plus digeste pour notre logiciel de retouche, qui nous permet quand même d'avoir des fichiers qui sont très détaillés et qui peuvent être destinés à de l'impression et à du très grand format sans aucun problème. Donc évidemment, le fait d'avoir à 50 millions de pixels est un avantage, bien entendu, sur la taille du fichier. Et un autre point positif, une belle surprise d'ailleurs, c'est la stabilisation. La stabilisation était déjà bonne sur le GFX 100S, elle est légèrement encore meilleure sur le GFX 50S2. En fait, on gagne un demi-stop, on a 6 stops maximum sur le GFX 100S, alors qu'on a à 6,5 stops sur le GFX 50S2. Ça, c'est pas mal. On peut le voir d'ailleurs sur cette petite vidéo. Là, j'ai fait quelques vidéos marché avec la stabilisation. On voit que ça stabilise vraiment pas mal. Alors évidemment, il y a sans stabilisation, avec la stabilisation uniquement mécanique, donc du capteur. Et puis, vous pouvez même rajouter, on le voit ici, une stabilisation en plus électronique. Quand on coupe les deux, ça ne bouge vraiment pratiquement plus. Donc la stabilisation est vraiment bonne et on sait que techniquement, c'est quand même un peu plus compliqué de stabiliser un grand capteur. Plus le capteur est grand, plus la stabilisation est difficile. Et là, Fujifilm s'en sort vraiment très bien. C'était déjà le cas sur le 100S. C'est encore plus le cas sur le 50S2. Alors vous allez me dire, mais ce GFX 50S2, il est parfait. Pourquoi s'embêter à acheter le GFX 100S alors que je peux faire une belle économie en achetant cet appareil et en ayant des photos de 50 millions de pixels, ce qui me suffit largement? Oui et non. Et c'est maintenant ce qu'on va voir, c'est les concessions techniques que Fujifilm a dû faire pour pouvoir vous proposer un appareil grand format à ce prix-là, parce que environ 4 000 €, je pense, en ce moment, c'est une prouesse, en tout cas avec cette taille de capteur. Mais effectivement, il y a eu des concessions qui ont été faites. Alors, est-ce que ces concessions sont importantes dans votre pratique de la photo? C'est ce qu'on va voir, justement. Parce qu'évidemment, ce GFX 50S2, il a un public et il est très intéressant pour beaucoup d'entre vous. Mais effectivement, il a des limites par rapport à son grand frère. Et ces limites, elles sont dues principalement ou même uniquement au capteur. Alors, vous allez me dire, oui, c'est simplement 50 millions de pixels par rapport à 100 millions de pixels. Si c'était juste ça, franchement, foncez sur le GFX 50S2 et je pense que le GFX 100S ne se vendrait même plus. Mais évidemment, ce n'est pas que ça. Il y a une différence de génération de capteurs. On n'est pas du tout sur la même génération de capteurs. Le GFX 50S2 reprend un capteur qui a maintenant une technologie qui doit avoir 3 ou 4 ans, alors que le GFX 100S a un capteur nouvelle génération. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses, surtout au niveau de la lumière. En fait, le capteur du GFX 50S2, c'est le même que le GFX 50R. Ils n'ont pas renouvelé depuis, c'est la même technologie. Donc c'est un capteur en fait qui va gérer moins bien les basses lumières. Pourquoi? Simplement, il n'est pas rétroéclairé, c'est pas un capteur BSI comme le GFX 100S. Et ceci va empêcher d'intégrer sur le GFX 50S des nouvelles
nouvelles technologies qui sont sur le GFX 100S. La première, c'est l'autofocus. J'ai vraiment là remarqué une différence entre les deux appareils. Moi qui suis photographe de portrait, j'ai pas envie de dire que c'est un gros défaut. J'ai dû juste m'y reprendre à quelques fois pour certaines photos. J'ai l'habitude d'utiliser la détection de visage et des yeux et puis corriger manuellement si je vois que c'est pas excessivement bien fait. Mais d'habitude, Fujifilm s'en sort très bien là-dessus. J'ai plus souvent des problèmes de mise au point avec la détection de visage et des yeux. Sur le GFX 50S, on le voit ici, sur la première photo, c'est flou. Et puis, il va rattraper, je pense, parce que le modèle se met de face et là, il repère les yeux. Mais clairement, un autre appareil de la gamme Fujifilm, avec la nouvelle technologie, aurait directement repéré les yeux là, même si avec un léger profil. Et c'est pas la seule fois que j'ai repéré ce type de souci. Donc voilà, c'est pas très grave parce qu'elle pose, on a du temps devant nous, la première photo est floue, c'est pas grave, on la refait. Donc voilà, maintenant, si vous êtes un photographe qui prend des cibles en mouvement, là, c'est un peu plus problématique. J'ai eu l'occasion avec le GFX 100S de faire des photos de festival, donc des photos de concert. J'étais bien content de l'avoir celui-là. Si j'avais eu le GFX 50S, j'aurais eu beaucoup plus de proportions de photos ratées puisque les musiciens bougent. Donc c'est pas un appareil qui est fait pour le mouvement. On peut le voir même ici où le point a été fait. Alors, effectivement, il y a aussi moi qui ai certainement mal mis mon collimateur, mais généralement, avec la détection de visage, il corrige. Et là, le point à chaque fois a été fait sur la barre et on a le visage qui est légèrement flou. Surtout ici, avec un objectif à 1.7, ça ne rate pas, évidemment. Là, voilà, le point n'a pas été fait alors que la détection de visage était activée. Ça arrive avec celui-là. Moi, c'est pas super handicapant dans ma pratique. Encore une fois, réfléchissez toujours à votre pratique de la photo pour savoir quel appareil acheter. Mais dans ce cas-ci, voilà, il peut avoir un petit souci de mise au point. Alors pourquoi? Simplement parce que ce capteur-là qui n'est pas rétroéclairé, cette ancienne génération de capteurs, n'est pas capable de faire une mise au point avec détection de phase. Il est uniquement capable de faire une mise au point au contraste. Et donc, souvent, si les conditions de lumière sont un peu plus compliquées, il a tendance à patiner. Alors, autre chose aussi, si on regarde le comparatif entre les deux appareils, le GFX 50 S2 à gauche, le GFX 100 S à droite, c'est sur les RAW. On a des RAW 14 bits sur le GFX 50 S2 et 16 ou 14 selon le type de RAW que vous choisissez, compressé ou non, sur le GFX 100 S. Au-delà de ces termes barbares, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un peu moins d'informations de base dans le RAW Fujifilm GFX 50 S2 que dans le RAW du GFX 100 S. Un peu moins d'informations au niveau des couleurs. Je vous parlais de la dynamique haute et basse lumière tout à l'heure. Là, c'est différent. On parle d'une dynamique de couleur. On a un peu moins d'informations couleurs. Alors, encore une fois, ça va dépendre de votre pratique de la photo. Généralement, on va pas avoir beaucoup de différences, surtout si votre scène est prise comme vous voulez, si vous avez fait vos réglages comme vous vouliez le faire, et que vous allez simplement peut-être retoucher après à certains contrastes sur votre post-production, il n'y aura pas beaucoup de différence. Par contre, si vous êtes un vrai retoucheur, que vous aimez tordre un peu vos fichiers pour vraiment aller rechercher d'autres types de couleurs ou d'autres types de nuances, eh bien oui, effectivement, vous n'allez peut-être pas avoir la même palette de nuances de couleurs sur le GFX 50 S2 que sur le GFX 100 S. Donc vraiment, si vous voulez pousser la retouche couleur dans ces derniers tranchements, vous aurez plus de possibilités avec le GFX 100 S qu'avec le GFX 50 S2. Donc sur ce GFX 50 S2, si vraiment votre but c'est de faire de la retouche en profondeur et vraiment transformer toutes vos couleurs, alors vous allez peut-être avoir certaines limites, mais dans la majorité des cas, dans la majorité des photographes, lorsque notre scène est bonne et qu'on a les couleurs qu'on veut, on peut légèrement changer les nuances sans aller trop loin et on ne verra pas beaucoup de différence entre les deux. Alors maintenant, on va passer pour moi à la principale concession qui a été faite par Fujifilm en mettant ce capteur d'ancienne génération sur le GFX 50 S2, c'est au niveau de la lumière et donc du comportement de l'appareil en basse lumière. En fait, quand j'ai appris que ce GFX 50 S2 sortait, moi j'avais un espoir, c'était me dire je vais avoir un appareil de la même technologie que le GFX 100 S, avec moins de résolution, donc des fichiers plus légers, on l'a vu tout à l'heure, mais surtout meilleur en basse lumière. Un peu comme Sony le fait avec son Alpha 7S, qui sont des capteurs à plus basse résolution, mais meilleurs en basse lumière, puisqu'on a la même génération de capteurs dans ce cas-là, mais donc les photosites sont plus grands, moins de résolution, et donc des photosites plus grands, puisqu'ils vont prendre plus de place sur le capteur, et donc avaler plus de lumière, et on aura un appareil qui se comportera beaucoup mieux en basse lumière, qui va devoir monter moins haut en sensibilité dans des conditions de lumière difficiles. Et moi, j'espérais vraiment que ce soit le cas. Je me suis dit, un capteur de la même taille, avec une résolution à moitié moindre, on va avoir des photosites qui sont normalement 2 fois plus grands, meilleure prise de lumière et donc une montée en ISO qui est moins importante. C'était vraiment mon espoir.
Eh ben non, effectivement, on a des photosites plus grands sur le GFX 50S2, ça c'est vrai, ça va lui permettre vraiment de bien se débrouiller en basse lumière, mais il n'est pas rétroéclairé. Donc là où on a des photosites plus petits sur le GFX 100S, il est rétroéclairé et donc compense. Donc en gros, on a deux appareils qui vont se comporter plus ou moins de la même manière en basse lumière. Donc c'est pas grave finalement, puisqu'on a un appareil qui est moins cher sur le GFX 50S2, donc c'est pas grave, mais j'avais l'espoir que ce soit meilleur, et en fait ça ne l'est pas. Et ça c'est ma petite déception personnelle. J'aurais vraiment espéré avoir un appareil qui va prendre des photos dans des zones plus sombres, sans monter en montant moins en sensibilité que son grand frère, c'est pas le cas. Il se comporte plus ou moins de la même manière, je vous rassure, donc c'est pas pire. Mais voilà, n'étant pas rétroéclairé, eh bien ce gain de photosite qu'on a sur le GFX 50S2, on le perd sur la génération de capteurs grâce au rétroéclairage du GFX 100S. Autre petite concession, effectivement, je vais très vite aller dessus parce que moi c'est plutôt la photo que la vidéo, mais cette génération de capteurs qui est plus ancienne n'est pas capable de faire de la 4K, donc c'est un peu dommage à ce prix-là, mais on n'a pas de vidéo 4K alors qu'on l'a sur le GFX 100S. Voilà, on est limité au Full HD sur le GFX 50S2. Alors en conclusion, à qui s'adresse ce GFX 50S2? Eh bien pour moi à tous les experts plus ou les professionnels qui veulent vraiment passer le pas par exemple du plat format au grand format et arriver vraiment dans cet univers d'appareil qui va vous donner un niveau de détail assez extraordinaire, qui va vous permettre de faire des agrandissements qui sont assez impressionnants. Et donc si vous êtes photographe de portrait, de mode comme moi, ou photographe de paysage par exemple, pour le paysage c'est juste parfait, dans des conditions de lumière qui sont bonnes, vous allez faire des photos qui sont juste splendides. Et puis c'est un premier pas, soit avec un budget qui est un petit peu plus modéré que le GFX 100S, c'est un premier pas dans la gamme, ce qui va déjà vous permettre de vous faire un parc optique de la gamme GFX et puis peut-être de passer à des gammes supérieures. Donc voilà, à qui il s'adresse vraiment aux photographes portraitistes, mode, paysage, je pense que c'est parfait. À qui est-ce qu'il s'adresse moins? Il s'adresse moins aux photographes qui ont des cibles mouvantes, tout simplement. Photographes de concert, parce que là en plus on a des cibles mouvantes dans des conditions de lumière difficiles. Donc vraiment des photographes qui ont besoin d'un autofocus qui fonctionne bien et qui ne les lâche pas. Et puis vraiment les photographes qui doivent faire du super gros agrandissement ou du crop, encore plus que le GFX 50S2, mais là il faut vraiment y aller. Alors oui, peut-être le GFX 100S, à vous de voir si les 100 millions de pixels pour le crop ou pour l'agrandissement vraiment XXL, alors là oui, peut-être le GFX 100S. Et puis effectivement, ce GFX 50S2 s'adresse peut-être moins bien aux gros retoucheurs. Si vous êtes vraiment fan de la post-production, vous allez vraiment tordre vos couleurs et transformer complètement votre photo sur vos logiciels de retouche, alors effectivement, il vaut mieux aller chercher le GFX 100S qui est en RAW 16 bits et pas 14 bits, donc on a plus d'informations au niveau des couleurs que le GFX 50S2. Donc voilà, cible en mouvement ou gros retoucheur, pour une très grosse post-production au niveau des couleurs, gros étalonnage, alors peut-être plus le GFX 100S, et pour les autres, le GFX 50S2 est juste extraordinaire. Il n'est pas moins bien, il s'adresse juste à un autre type de photographe selon moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par la gamme GFX ou si vous en avez déjà, si ce GFX 50S2 vous intéresse ou si vous allez plutôt partir sur le grand frère GFX 100 ou est-ce que vous allez attendre plutôt une nouvelle génération. Dites-moi tout ça en commentaire. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur des tests évidemment GFX, sur des tests évidemment de la gamme X, des vidéos de backstage de shooting, enfin plein de choses. J'espère qu'on va pouvoir continuer à échanger ensemble. N'hésitez pas donc à activer la petite cloche, les petits pouces bleus, vous abonner bien entendu si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite. Salut!